les- Ah, d'accord. Ok. Donc, vous devez donner votre accord pour qu'on enregistre la réunion, hein. C'est l'objet de ce petit message qui vient de s'afficher. Ce serait bien qu'on entende que les gens en Haïti sont bien là, parce que pour l'instant, on voit juste une affiche GAF Haïti et on ne sait pas s'il y a du monde derrière. Vous êtes là? Oui, oui. Bon, ben, bonsoir, hein. Et donc, peut-être qu'on va commencer par une courte présentation des intervenants. Donc, je vous suggère de présenter en deux mots, brièvement, quelle est votre association et vous qui vous êtes. Donc, c'est un défi de faire ça en deux mots. N'oublions pas non plus qu'on est de trois pays, de deux continents, et que ce qui est évident en France ne l'est pas forcément en Belgique et encore moins en Haïti, et la même chose pour les autres pays. Donc, tâchons de faire attention à être compris par les gens des autres pays. Donc, évitons des sigles comme nos administrations aiment bien, etc., ou expliquons-les. Sinon, c'est parfois difficile de suivre. Merci. Alors, qui se présente pour commencer à se présenter? Qui veut commencer? Ben, puisque j'avais passé la parole à GAF Haïti, vous pouvez peut-être vous présenter. Bien, bonsoir Claude, bonsoir tout le monde, bonjour, bonsoir, dépendamment d'où vous trouvez sur la planète. Je suis Virginie Pochon, je suis responsable de projet pour le groupe d'action francophone pour l'environnement en Haïti et je suis militante climat du mouvement national citoyen pour le climat Alternativa Haïti. D'accord. Tu peux nous rappeler en bref GAF et Alternativa en Haïti? Alors, GAF, c'est le groupe d'action francophone pour l'environnement, qui est une organisation haïtienne et qui anime depuis 2018 le mouvement national citoyen pour le climat Alternative Haïti, qui regroupe à l'heure actuelle 32 groupes locaux répartis dans les 10 départements d'Haïti et qui milite pour la justice sociale et la justice climatique en Haïti. D'accord, merci. Et puisqu'on parle d'Alternativa, ben, je propose que les deux personnes d'Alternativa se présentent, donc Silène et Nicolas, d'Alternativa France cette fois. Oui, bonsoir, bonsoir tout le monde. Euh, Moi, je m'appelle Silène et je suis salariée d'Alternativa sur une campagne qu'on appelle Alternative territoriale. Et derrière ce drôle de nom, c'est en fait une campagne de plaidoyer politique local. Donc, mon travail, c'est d'accompagner les bénévoles des groupes locaux parce qu'Alternativa, c'est une association qui a des groupes locaux un peu partout en France, en Suisse, au Sénégal et en Haïti. Euh, Beaucoup en Haïti, comme l'a dit Virginie. Moi, je suis plutôt concentrée sur les groupes en France pour les accompagner dans leur campagne de plaidoyer politique locale. Et du coup, je vous en dirai un petit peu plus derrière. Alternativa, c'est donc une association de mobilisation citoyenne qui existe depuis 10 ans et qui milite pour la justice climatique et sociale. Ok, Vas-y, Nicolas. merci. Et Nicolas? Eh ben, salut tout le monde. Est-ce que vous m'entendez bien? Je t'entends, mais je ne te vois pas. Parfait. Je suis celui qui bouge sa main. Ok, Du coup, ben, moi, je suis donc Nicolas. Je suis fondateur et coordinateur d'un groupe local d'Alternativa qui se trouve à Rosny-sous-Bois. Rosny-sous-Bois, c'est en banlieue parisienne, en Seine-Saint-Denis. Donc, la Seine-Saint-Denis, c'est le territoire, le département le plus pauvre de France métropolitaine. Nos actions locales se matérialisent principalement justement sur cette campagne auprès des élus alternatifs territoriales, en particulier à travers un pacte pour la transition. Et en l'occurrence, on a aussi d'autres modes d'action sur notre groupe local, comme par exemple l'attaque en justice d'un grand centre commercial qui veut s'étendre, et voilà, et qui nous a donné une certaine expérience aussi dans ce domaine. Voilà pour les grandes lignes. Et après, on rentrera dans le détail sur les questions de démocratie locale qui sont au cœur du sujet du jour.
OK, merci beaucoup. Donc, pour Alternativa, vous intervenez à deux voix, hein, donc, OK, alors on va peut-être passer en Belgique, puis on viendra en France. Alors, Liège en transition, Jean-Yves. Oui, voilà, Vital. bonjour. Moi, c'est Jean-Yves, je vis à Liège et je suis actif dans Liège en transition en vrai qui n'existe plus. La plateforme n'existe plus, victime de son succès parce que les gens ont rejoint les projets lancés par Liège en transition. Moi je suis administrateur et volontaire à la ceinture alimentaire liégeoise. Je suis aussi cofondateur et administrateur de la monnaie locale et complémentaire Le Valeureux, entre autres. Et, euh, et je suis aussi actif dans les groupes d'achat en commun. Et voilà, et donc juste de dire que moi, je parle en mon nom propre, je n'ai pas de mandat pour parler au nom de ces associations-là. Et de dire aussi que par ailleurs, je suis actif dans le milieu du sans-abrisme et des SDF depuis très longtemps. Donc voilà, les enjeux de justice sociale liés aux enjeux de transition écologique m'intéressent beaucoup. Et professionnellement, je travaille pour Entrer les Fraternités. J'ai été le collègue de Claude avant qu'il soit retraité. Et là, on travaille en Belgique et avec les partenaires au sud, notamment Haïti. OK, merci. Parce que tout en étant membre de GAF France, intervenant au nom de GAF France, là, je suis belge et je suis situé à Bruxelles. Alors, le dernier organisation, ben, c'est Lisa qui va nous présenter Fréquence commune et Baronnie en transition. Oui, Euh, c'est ça. Merci. Alors, moi, effectivement, je vous parle avec deux casquettes. Donc, la première, je suis membre d'un collectif citoyen donc, qui s'appelle Baronnie en transition. Donc, les Baronnies, c'est un territoire au sud de la Drôme, dans la Drôme provençale. Et donc, on est un territoire en transition, enfin, un collectif comme les autres qui œuvre pour les transitions au niveau local, que ce soit par des actions citoyennes ou par de la veille politique, avec notamment la signature des mesures avec des municipalités sur le territoire. Et je vous parle aussi avec, du coup, en tant qu'accompagnatrice de communes au sein de la coopérative Fréquence Commune. Donc, Fréquence Commune, en deux mots, on est une jeune coopérative, on s'est créé en 2020 et nous, ce qu'on fait, c'est qu'on accompagne les élus qui veulent faire de la politique autrement au niveau communal. C'est vraiment notre échelon. Et on prépare aussi les listes, les collectifs et les listes qui voudraient se présenter sous forme de liste citoyenne et participative pour les élections municipales de 2026. OK, merci. Alors, vous avez vu, hein, ce sont des intervenants qui ont chacun des expériences, des contextes très différents. Et donc, je pense qu'on va essayer de coller à ces expériences, à tout ce savoir-faire, fait de victoires et aussi d'échecs, hein. Il y a la transition, c'est pas, comme on a dit dans la préparation, c'est pas un long fleuve tranquille, hein, loin s'en faut. Mais on peut apprendre les uns des autres et on voudrait aussi que cette rencontre soit l'occasion de créer des liens. On en a déjà créé entre nous en préparant, hein, parce qu'une série de gens ne se connaissaient pas. Donc, on espère que ça, même si on ne va pas instituer quelque chose à la suite de la rencontre, mais que ça crée quand même des liens et des renforcements. Et en préparant, on s'est posé une série de questions sur lesquelles je vais revenir et puis les intervenants pourront donner leur point de vue là-dessus. D'abord, comme le dit le titre du webinaire, hein, la transition écologique, elle conduit à s'interroger aussi sur la transition démocratique. Et on a beaucoup insisté là-dessus. On a vu qu'il y avait un lien entre les deux. Ça, j'aimerais bien que l'un ou l'autre puisse intervenir là-dessus. Et on s'est posé la question, peut-on agir sur la transition écologique sans agir en même temps sur une transformation démocratique de nos systèmes actuels? Donc ça, c'est la première question. Je ne sais pas qui d'entre vous se sont prêts à démarrer là-dessus.
Donc, je vois la C'est main bon. de Virginie qui se lève et je pensais aussi que c'est pas mal de commencer par Haïti. Alors, vas-y, Virginie, on t'écoute. Oui. Euh, pour répondre très clairement à la question, pour nous, en tout cas, il n'y aura pas de transition écologique sans mobilisation citoyenne et il n'y aura pas de transformation démocratique sans mobilisation citoyenne. En fait, tout l'enjeu est de remettre les citoyens au cœur de la démocratie, au cœur des prises de décision sur les territoires pour répondre aux enjeux globaux environnementaux contemporains comme le dérèglement climatique, par exemple. Et ceci ne peut se faire que par l'éducation, une éducation populaire non formelle à la citoyenneté au plus près des citoyens et des citoyennes sur les territoires pour les inciter à réinvestir ou à investir l'espace public. Et en fait, c'est tout le sens du pacte pour la transition écologique et sociale que porte le GAF depuis 2019 en Haïti. Il a été élaboré à travers une large concertation citoyenne dans les 10 départements d'Haïti depuis plusieurs mois et il a abouti à un document final que le GAF et ses partenaires utilisent comme instrument de mobilisation citoyenne autour de 5 axes, climat et biodiversité, justice sociale et solidarité, démocratie et citoyenneté, administration publique et économie. Mais avant tout, en fait, le pacte, il redonne de l'espoir et du pouvoir agir aux citoyens et aux citoyennes qui, en Haïti, ont été démissionnés de leurs droits et de leurs devoirs par un système politique complètement corrompu. Donc, en fait, la première mission du GAF, c'est de redonner espoir et de redonner du pouvoir agir aux citoyens et aux citoyennes pour qu'ils reprennent leur place dans le système démocratique. Rebondir là-dessus, je retiens la dernière phrase de Virginie, l'enjeu de redonner espoir et pouvoir d'agir. Moi, je veux bien rebondir là-dessus. Euh, donc moi, je vais vous parler essentiellement du contexte français. Donc je vais essayer de faire court. N'hésitez pas à poser des questions après si c'est trop rapide ce que je dis. Mais en France aussi, on fait face à un vrai climat de méfiance. C'est un fossé en fait qui existe maintenant entre les habitants et les élus et les institutions, qui a des risques réels. La montée du fascisme et des extrémismes en est un, mais c'est pas le seul. Euh, et du coup, moi, je voulais vous parler plutôt de ce qui nous rend plutôt optimistes et ce qui se passe au niveau des communes, puisque en fait, si on regarde l'échelon communal, on voit pas mal d'expériences depuis les années 2000 en France et en Europe en général qui expérimentent, on va dire, des transitions, des transformations démocratiques vers le municipalisme. Alors, le municipalisme français, on n'y est pas encore. Il y a des pays autour de nous qui sont plus en avance, comme le mouvement Barcelona en Comú ou d'autres pays. D'ailleurs, je pense à la Belgique, qui est bien plus en avance que la France sur certaines questions démocratiques. Mais en tout cas, en France, en fait, on a vu en 2014 et en 2020 des communes commençaient à se dire, enfin des élus commençaient à se dire, bon, il faut qu'on change les choses, il faut qu'on change la façon dont on fait de la politique. Et ils se sont inspirés de communes pionnières comme Le Sangoël ou Kingersheim ou Saillant. Bon, c'est des communes que tout le monde ne connaît pas forcément, c'est des petites communes en France en fait, mais qui du coup ont expérimenté des formes de démocratie délibérative et directe un peu en premier. Et puis c'est aussi des élus qui s'inspirent des mouvements sociaux en France, donc il y a un vrai lien entre la transition démocratique et ce qui peut se passer dans les mouvements sociaux. Et qui du coup concrètement, qu'est-ce qu'ils veulent faire ces élus? L'idée, c'est de penser la transformation de la société par le local. Donc, ça veut dire que on a besoin, avec la transition écologique, de faire des choix collectifs. On voit bien que tout nous pousse, en tout cas la politique nationale en France va nous pousser à dépolitiser la question de la transition écologique, à en faire quelque chose presque de technique et qui perd en fait son sens collectif. Et ce qu'essayent de faire ces communes, c'est au contraire de se dire on va apprendre à prendre des décisions ensemble pour refaire des choix de société au niveau local.
Et c'est plus facile de faire des choix de société au niveau local qu'au niveau national en ce moment en France. Donc, ça nous permet non seulement de prendre des décisions collectives, de refaire société, de se réinterroger sur ce qu'est la collectivité. Et concrètement, ça va donc prendre la forme, je l'ai dit tout à l'heure un peu quand je me suis présentée, mais de listes citoyennes et participatives, qui est un terme très générique, qui recouvre des réalités très différentes. Mais si je prends en tout cas celles qui sont dans notre réseau, on va dire, pour le dire très rapidement, qu'elles ont en commun de vouloir changer déjà le statut de l'élu et comment les municipalités fonctionnent, puisque dans les institutions aussi, il y a besoin de refaire démocratie, de changer la gouvernance interne, donc de retravailler leur gouvernance interne, d'associer les élus, les agents et les habitants, et je pourrais en reparler plus tard, dans des instituts, dans des commissions, dans des assemblées, dans des conseils pour prendre des décisions politiques ensemble et pas juste faire de la consultation, voire de la mauvaise consultation. Mais aussi mobiliser les plus éloignés de la politique, on va y revenir aussi, je crois, notamment via du tirage au sort. Et enfin, expérimenter des assemblées citoyennes, des conseils de quartier, des instances qui sont réellement délibératives. Donc pour moi, effectivement, voilà, il n'y a pas de transition écologique sans besoin de faire ces choix collectifs. Ok, merci. Je pense, j'avais repéré deux choses. D'une part, tu dis que la Belgique est peut-être plus avancée, donc je pense que ça va peut-être donner envie à Jean-Yves de dire quelque chose. Et puis, puisqu'on a la chance d'avoir quelqu'un qui a aussi une expérience locale à travers euh, non, Nicolas, Moi, je peux c'était parler du oui. claronéen, hein, si vous- Donc sur cette Oui, question, hein, transition Euh, écologique, je vais appuyer un petit peu transformation ce qui est dit. démocratique. Ouais, alors, nous, Alternativa, on a historiquement une posture dans les groupes qui est d'être non partisan. Et donc, on s'est, en tout cas pour mon groupe, à Rosny-sous-Bois, interdit de candidater aux élections. En gros, c'était un peu la règle du jeu qu'on s'était fixée. Mais ça fait quand même écho à ce qui s'est dit, parce que finalement, nous, en tant qu'acteurs citoyens non élus, on se retrouve à discuter avec les élus et à voir quelles sont les postures que les élus prennent une fois élus. Et, et en fait, ce qu'on constate, c'est que souvent, chez les gens qui ont fait cette démarche de candidater, il y a d'abord euh, euh, un déni de la diversité des électeurs. Chez nous, c'est assez symptomatique. En gros, on a fait le calcul, notre maire a été élu avec 8% des inscrits sur les listes électorales. Donc déjà, ça questionne sur sa légitimité. Est-ce que cette situation d'élection lui donne carte blanche, en fait, pour pendant 6 ans faire exactement ce qu'il veut sans rendre des comptes à mesure aux habitants, en fait. Il y a aussi autre chose qu'on constate, c'est que une politique locale, euh, il y a tout un tas de réalités qui sont financières. Ce sont des agents techniques dans les communes qui mettent en œuvre les actions. Et finalement, c'est quoi le rôle des élus? C'est de pousser les projets écologiques ou pas, c'est de faire des arbitrages, parce que parfois l'argent peut venir à manquer, entre eux, ben, est-ce qu'on va mettre plutôt de l'argent dans tel domaine ou est-ce qu'on va le mettre dans tel autre? Et souvent, il faut prendre l'argent de quelque part pour le mettre ailleurs. Donc, quelque part, euh, ça conforte aussi ce qui est dit. Prendre le pouvoir à travers une liste, c'est-à-dire du coup se trouver dans cette situation d'impulser les choix, on peut aussi le voir d'un autre côté, même si on n'est pas élu, le rôle des citoyens est d'empêcher les élus d'oublier qu'ils sont au service des habitants, de rappeler des priorités et de faire une sorte de pression, en fait, sur ces derniers pour qu'ils aient le courage à certains moments de faire les allocations de budget, de pousser les personnes dans les mairies à sortir de leur zone de confort et aller voir les alternatives, parfois d'entendre les habitants qui amènent des idées et de ne pas les rejeter en bloc sous prétexte que les habitants connaissent moins les sujets que les élus qui très souvent prennent des postures de sachants. Et nous, du coup, on a vu qu'on avait un défi majeur
à travailler à la clarté de notre message, à la base scientifique de notre message, et à un petit peu casser cette image que l'élu est supérieur à l'habitant lambda. On fait face, du coup, maintenant, on voit à un greenwashing énorme de la part des élus qui tentent de mettre dans leur discours des postures écologiques ou sociales avec en réalité des fausses solutions. Voilà. Donc, quelque part, en dehors même de la question, le municipalisme, c'est très intéressant de prendre le pouvoir. Il faut aussi se dire qu'il y a des fois on perd et qu'il faut aussi parfois prendre des postures de citoyens qui n'auront pas les commandes et qui doivent créer un contre-pouvoir contre ceux qui ont les manettes. Voilà. Ok, merci beaucoup. Jean-Yves, Oui, et j'ai ma fille qui se réveille à ce moment-là parce qu'elle est malade. Est-ce que quelqu'un peut réagir avant moi? Je suis là dans une minute. ouais, d'accord. Alors, si vous voulez, je peux illustrer ma posture. Par exemple, nous, on se bat contre un centre commercial géant qui veut s'agrandir. Et en fait, depuis le début de cette histoire, on a des élus qui partent du principe que c'est bénéfique pour le territoire. On a beau faire des argumentaires pour démontrer que ce n'est pas le cas, les élus ont dit, nous, de toute façon, on a les rênes, c'est nous qui décidons, on va signer ce projet. Et qu'est-ce qu'on a fait en fait pour retenir la signature du projet? C'est qu'en fait, on a fait participer les gens. C'est-à-dire qu'on a lutté contre l'obscurantisme qu'il y avait autour du projet pour le mettre en lumière. On a organisé les réunions publiques à la place des élus. On a fait participer les élus à la réunion publique, les habitants à la réunion publique. Il s'est avéré qu'une fois la collecte de ces informations dans l'enquête publique, le maire s'est rendu compte qu'il allait prendre une décision contre l'avis de 95% de ses administrés. Et donc, il n'a pas pu signer. Et on a fait capoter le projet comme ça. Donc là, on voit bien que quelque part, si les habitants n'avaient pas manifesté par un média leur envie, leur souhait, à travers je dirais des argumentaires travaillés en connaissance de cause, en fait, le maire aurait continué sa politique exactement comme il l'avait pris au départ, en disant, mais vous m'avez confiance, donc je décide à votre place. Voilà. Là, voilà, c'est une illustration de ce contre-pouvoir, Ok, de ce rapport de force qu'on peut parfois mettre en place pour en fait, obliger quelque part les élus à remplir l'engagement qu'ils ont pris en se présentant. L'autre? oui. Est-ce que Jean-Yves, tu es prêt à dire Ouais. quelque chose? Ah, ben oui, alors un petit partage. Alors moi, je vais partager deux expériences tout à fait contradictoires à Liège. Alors d'un côté, au niveau des initiatives écologiques de transition, initiatives citoyennes et notamment la monnaie locale et complémentaire, le Valeureux, qui est une des plus anciennes de Belgique et une des plus grosses aussi, eh bien, aucun soutien politique depuis des années. Et c'est pareil pour beaucoup de projets. Et quand ça veut pas, ça veut pas. Ils font pas l'effort de comprendre. Voilà, ils actionnent aucun levier. Et il y a beaucoup de projets citoyens avec des volontaires qui s'essoufflent, qui se démotivent, qui s'arrêtent aussi parce que en fait, voilà, il y a pas de moyens et que le politique n'essaye pas à un moment donné de faire sa part. Donc ça, c'est quelque chose qu'on voit ici aussi. Et d'ailleurs, à certains égards, on a l'impression qu'on est quelques années en arrière par rapport à toutes ces initiatives en transition. Moi, je dis des fois, on est 6 7 ans en arrière dans plein de domaines. Bon, le Covid et le confinement et tout ça n'a pas aidé. Et puis, par exemple, une autre expérience avec la ceinture alimentaire. La ceinture alimentaire va fêter ses 10 ans cette année-ci. C'est vraiment un gros projet. C'est vraiment pour toute la région liégeoise, relocaliser la production, la transformation, la commercialisation, le stockage, le transport de l'alimentation. Donc, relocaliser tout le système alimentaire pour décarboner, pour créer de l'emploi, pour faire vivre les paysans, les producteurs. Voilà. Et la ceinture alimentaire, elle a eu du mal à démarrer.
Mais aujourd'hui, elle fonctionne vraiment très bien. Elle a lancé des coopératives, des épiceries locales, un grand festival Nourrir Liège qui essaime dans toute la Belgique, donc Nourrir Bruxelles, Nourrir Arlon, Nourrir Louis, Nourrir Namur. Le collectif Cantine Durable aussi, Créa Farm, un projet pour prendre les terrains des communaux et les mettre gratuitement à disposition de petits maraîchers, la construction d'un hub logistique pour les circuits courts, l'animation d'un conseil de politique alimentaire. Donc voilà, il y a vraiment plein de projets, mais la ceinture alimentaire, elle a investi dans la sensibilisation et l'éducation des responsables politiques. Et ça a marché. Mais je dis bien sensibiliser et éduquer les élus, comme monsieur et madame tout le monde. Un élu, il n'est pas plus malin qu'un autre, hein. Et d'ailleurs, on n'est pas élu pour ça. Enfin, je veux dire, on élit pas selon les compétences, on élit selon la tchatch et tout le reste. Enfin, et donc, ça a payé, mais ça pose la question aussi de la force, enfin, le temps, l'investissement et tout, que les ASBL, les citoyens et tout, doivent mettre pour sensibiliser et éduquer les politiques. Alors, ça a payé, et donc ça a permis de financer les projets, de faire grandir la SBL et d'essaimer. Maintenant, il y a des ceintures alimentaires un peu partout en Wallonie. Donc ça, c'est intéressant. Et par exemple, à Liège, au 1er janvier 2024, toutes les écoles du réseau communal basculent en cantine durable. Donc voilà, et avec toutes les contraintes logistiques et tout, bon voilà, toutes les écoles communales de la ville de Liège vont être en local, bio, plus ou moins de saison, circuit court. Donc voilà, donc il y a des résultats. Mais moi, j'aurais envie de dire que le problème, c'est que les politiques, eux, ils vont, ici à Liège, ils vont embrayer quand le projet est déjà bien ficelé, genre on ne prend pas trop de risques, on ne va pas trop s'emmerder, on va le faire si c'est déjà un peu clé sur porte. Et puis aussi, euh, il y a un risque de dépolitisation finalement des mouvements des ASBL et des initiatives. En faisant ce travail, par exemple, la ceinture alimentaire n'ose peut-être plus avoir certaines positions ou discours, quoi. Il faut être plus conciliant. Et puis, ce qu'il y a aussi, c'est qu'on constate toujours un peu que les hommes politiques, ils sont pour un changement qui est plutôt de l'ordre de l'ajustement du système. Et là, c'est une réflexion plus globale. Est-ce que les hommes politiques, c'est les institutions, ce n'est pas les hommes politiques, est-ce que les institutions politiques aujourd'hui sont faites pour la gestion à court terme, allez, un mandat ou deux, ou pour le changement à long terme? Elles ne sont pas calibrées pour gérer un changement à long terme. Et on est toujours dans un changement de niveau 1, des ajustements, pas pour un changement de système. Et fondamentalement, en fait, c'est ce que veulent les élites et la classe moyenne. On fait tout pour pouvoir continuer à vivre comme avant, mais en essayant de respecter l'environnement. On ne veut pas vraiment une vraie métamorphose écologique et sociale. Et donc là, il y a un vrai problème. Et moi, à titre personnel, je pense évidemment que toutes les initiatives qui luttent pour transformer en profondeur les institutions politiques, arriver à une vraie démocratie, minimiser le processus électoral et n'utiliser que à certains moments, mais pas tout le temps. L'année prochaine, chez nous, on vote pour 5 échelons. On va avoir des campagnes toute l'année, ça va être l'horreur. Voilà, tant qu'on reste dans ce système électoral et avec ces institutions qui pensent à court terme, fondamentalement, on va pouvoir faire des choses du genre du développement durable, mais pas de changement en profondeur, quoi. Voilà, donc ici à Liège, il y a des choses positives, il y a des choses qui ne fonctionnent pas, et puis il y a des grandes réflexions sur la démocratie. Ok, merci. Ben, je vois que notre première question nous a déjà largement amené à la deuxième, hein, qui était ce qu'on a déjà discuté dans les préparations. Donc, tout le rapport avec les institutions. Est-ce qu'on peut imaginer, on est déjà en plein dans ce sujet-là, la transition sans les élus? On vient de parler, hein, qu'il faut qu'il y ait un rapport de force. On voit qu'il y a plusieurs stratégies qui se mettent en place. Mais quel travail avec les institutions? Et j'aimerais bien relancer la balle du côté d'Haïti, qui ont quand même une expérience très, très particulière aussi face à la situation des institutions politiques et administratives du pays. Comment vous voyez cette nécessité ou comment imaginer un changement en profondeur, comme on vient de dire,
qu'elle travaille avec les élus ou qu'elle travaille pour faire surgir des élus, pour recréer des institutions? Et c'est intéressant ta question, Claude, et je rebondis sur ce que Jean-Yves disait, c'est de faire de l'éducation des élus. Oui, alors nous, nous en Haïti, on n'a plus d'élus. Donc, comme ça, le problème, il est réglé. Il n'y a plus d'élus au niveau du Parlement, il n'y a plus d'élus au niveau des collectivités territoriales, il n'y a plus de président élu non plus. Donc, on a un gouvernement de facto qui gouverne depuis l'assassinat du président Jovenel Moïse. Donc, en fait, on fait le pari de l'éducation à la citoyenneté, mais vraiment à la base de la base sur les territoires. Parce qu'en fait, je l'ai dit tout à l'heure, mais je le répète, la démocratie elle repose d'abord sur des citoyens. Et malheureusement, ce que disait Jean-Yves aussi, on le vit en Haïti, peut-être à une échelle un peu plus importante, c'est le phénomène de dépolitisation, effectivement, où on va considérer que faire de la politique, c'est pas bien, c'est sale. Et donc, ceux qui font de la politique sont forcément des chefs de gang, des kidnappeurs, des drug dealers et tout ce qui s'ensuit. Donc, en fait, les gens bien ne font pas de politique en Haïti. Ce qui nous donne un peu l'idée de ce qu'on peut avoir comme classe politique en Haïti. Donc, nous, en fait, notre travail, on ne va pas se faire d'illusions, hein, et c'est que parler des institutions démocratiques en Haïti, c'est s'attaquer d'abord au système de la corruption qui s'est infiltré dans tous les interstices de toutes les institutions supposées garantir la démocratie en Haïti. Et c'est en ce sens que la lutte contre la corruption et l'impunité sont des prérequis fondamentaux pour un changement en profondeur du fonctionnement des institutions. Donc, l'effondrement des institutions en Haïti, ça peut être aussi une formidable opportunité de changement puisque tout est à reconstruire. La classe politique corrompue, traditionnelle, elle est quand même bien affaiblie ces derniers temps. Et le gars veut croire que l'horizon semble ouvert pour de nouveaux profils de personnalités intègres, et surtout des jeunes et des femmes au niveau des territoires. Le GAF appuie cette émergence de ces citoyens et de ces citoyennes et les encourage à prendre ces responsabilités politiques qui leur reviennent au niveau des territoires en portant le pacte pour la transition écologique et sociale lors des prochaines élections locales. C'est vraiment aux citoyens et aux citoyennes d'investir l'espace public et l'espace politique pour protéger les biens communs et porter des politiques publiques qui répondent réellement aux enjeux actuels et futurs. Donc en fait, ce travail d'éducation populaire ou non formelle, il est fondamental en Haïti pour repolitiser le citoyen, lui redonner la place dans la sphère politique qui n'est absolument pas l'exclusivité de représentants démocratiquement élus. Et peut-être, si je peux poser une question par rapport, il y a les politiques, mais il y a aussi les institutions qui sont aussi en grande difficulté en Haïti. Est-ce que le GAF ou est-ce que Alternativa en Haïti, est-ce que vous avez une stratégie par rapport à ces institutions dans l'état où elles sont aujourd'hui? Ben, c'est ce que je disais, en fait, les institutions, c'est le système. Mais dans ce système, il y a des humains. Et donc, si on veut que le système change, il faut que les humains qui sont dans ce système soient dans une logique démocratique, ça c'est clair, et soient dans une logique de transition écologique et sociale. Donc, c'est ça vraiment le travail du GAF et d'Alternativa, c'est de faire émerger des nouvelles personnalités qui pourront prendre des responsabilités politiques pour pouvoir assumer pleinement le fonctionnement correct de ces institutions soi-disant démocratiques. Donc, tout repose sur l'humain, en fait. Et on est d'accord que, et cette transition, malheureusement, je dis vraiment malheureusement, parce que elle est coincée dans ces institutions. Et tant que ces institutions seront dirigées par des personnes qui sont corrompues, malheureusement, ça va être vraiment, vraiment difficile. Et c'est là où, comme Lisa le disait, le niveau local est vraiment fondamental parce que nous sommes convaincus que c'est au niveau local qu'on peut vraiment faire la différence et qu'on peut recréer au moins du lien
Nicolas en a parlé, le fait que des citoyens se réunissent, discutent, argumentent, défendent les opinions, mais ça c'est fondamental. Et cette culture-là, on l'a perdue en Haïti. Et en fait, nous, c'est tout notre travail de retourner sur les territoires, de faire se rencontrer des citoyens et des citoyennes de divers horizons, de diverses générations, pour parler de problèmes qui les concernent directement. Et le problème qui les concerne et qui est à la base de tous les autres problèmes, ça reste quand même le problème de la gouvernance. Et de déléguer cette gouvernance à des personnalités corrompues, notoirement corrompues, finalement, ils se rendent compte que ça n'a pas été très positif ces dernières années et se rendent compte que même s'ils ont vendu leur vote, ça ne leur a pas rapporté grand-chose. Et que finalement, peut-être que le sens du vote, c'est intéressant de regarder ce que ça veut dire. Ça veut dire quoi mettre un bulletin dans une urne, quelles peuvent être les conséquences d'un mauvais vote ou de vendre son vote, parce que c'est quand même un sport national en Haïti de vendre son vote au plus offrant. Finalement, peut-être que sur le moyen long terme, l'investissement, il n'est pas rémunérateur. Donc, de questionner le sens du vote, de faire les gens échanger entre eux, discuter entre eux sur les problèmes qui concernent leur territoire. Et nous, on pense que c'est vraiment ça. Enfin, en tout cas, c'est notre porte d'entrée pour cette transition écologique et Est-ce que sociale. tu as là ou l'autre exemple où ça a pu avancer dans tel ou tel lieu un peu plus... Bah, on a tous les 10 départements. Alors maintenant, On n'entend pas que vous avez la connexion. Vas-y, on va voir si c'est... je sais pas, moi, ça bouge bien de mon côté. Allô? Oui, oui, on t'entend bien là. Oui, je disais que ça dépend des territoires en fait et ça dépend des dynamiques qui se sont mises en place sur les territoires. Tout est une question d'individu. Et c'est là en fait le challenge. Donc il y a des territoires qui seront peut-être plus réceptifs que d'autres et c'est avec cela qu'on va avancer sans doute plus loin dans la transition écologique et sociale. OK. Qui voudrait reprendre sur cette question du travail avec les élus, avec peut-être d'autres expériences ou d'autres exemples? On en a déjà donné, hein. Et on a vu qu'il y avait plusieurs stratégies aussi. Et dans notre préparation, on avait même parlé qu'à certains moments, une stratégie de désobéissance civile doit être envisagée pour faire avancer cette transition écologique face à tous les obstacles qu'on a cités, bien sûr en Haïti, mais dans nos pays occidentaux, on vient de dire, hein, les élus gestionnaires, le credo en un centre commercial qui est le credo qu'on n'est absolument pas prêt à remettre en cause, etc. Donc on a des difficultés qui conduisent à se dire est-ce que ça vaut le coup, c'était ça la question, hein, de travailler avec ces gens et Mm. donc là, Virginie nous dit, on prépare des gens qui pourront faire ce boulot, mais qui auront une nouvelle culture. Ça, c'est une des stratégies. Qui veut intervenir là-dessus? Silène, tu n'es pas encore intervenu depuis. Ouais, peut-être que je peux dire quelques mots et après, Nicolas, tu complètes avec le point de vue local. Du coup, moi, je suis pas militante spécifiquement dans un groupe local, pour rappel. Je participe à l'accompagnement de tous les groupes d'Alternativa. Et en fait, on constate dans le cadre du pacte pour la transition écologique et sociale en France qu'on a des problèmes de transparence, que les élus jouent pas forcément le jeu, que les élus mettent pas forcément en place les espaces nécessaires à- pour favoriser une vraie démocratie locale. Après, il y a aussi des territoires, comme tu disais, Virginie, ça dépend vraiment des localités. Il y a des territoires dans lesquels les élus jouent le jeu et ils disposent, pour le coup, ils disposent vraiment de compétences pour faire avancer les choses. Donc, dans ces situations-là, ça marche. Euh, Après, si les élus sont pas de bonne volonté, c'est sûr que la transformation, elle est plus compliquée, elle est plus longue. Et du coup, nous, ce qu'on fait à Alternativa, c'est qu'on invite les militantes et militants à jouer sur tous les tableaux, donc en participant aux espaces qui sont proposés,
quand il y en a qui sont proposés, les comités de citoyens, ne serait-ce qu'assister aux conseils municipaux pour récupérer les informations. C'est pas forcément ce qui est le plus efficace, mais c'est intéressant de le faire quand même, ne serait-ce que pour légitimer les revendications qui suivent derrière et pour pouvoir dire, eh ben nous, on a participé, là, on a fait une demande par tel moyen légal et tel moyen qui est proposé, on n'a pas été entendu. Euh, et aussi parce que c'est ce qui est disponible ici et maintenant, et du coup, il faut, on pourrait dire, il faut faire feu de tout bois, quoi. Il faut utiliser tous les moyens, et ceux-là, c'est ceux qui existent, quoi. Euh, pour le coup, il faut pas s'arrêter à faire ça parce que ça risque d'être pas très concluant si on fait que ça. Donc, on pousse aussi les militantes et militants à imaginer, à proposer ou à expérimenter, à s'organiser pour expérimenter d'autres façons de faire, proposer peut-être d'autres espaces d'élaboration pour des projets euh, ouais, d'élaboration de différentes idées. Et puis après, en fait, quand on se rend compte qu'on n'est pas écouté par les moyens classiques et les moyens légaux, bah, on peut aller, tu le disais Claude, jusqu'à des actions de désobéissance civile pour attirer l'attention sur tel projet d'extension de centre commercial ou autre, qui permettent en fait de mettre la lumière sur l'incompétence ou l'absurdité des projets qui sont portés par les élus, quoi. Euh, voilà, et je conclurai aussi, enfin bon, ça c'est une façon donc de modifier le rapport de force entre les militantes et les élus, de pouvoir coupler ces différentes façons de faire. Et, euh, et au-delà de ça, oui, la troisième piste qu'on propose à Alternativa, c'est aussi de s'organiser pour des expérimentations qui se font peut-être pas à l'échelle de la commune et à une échelle un peu plus réduite, mais qui permet de vraiment se réapproprier les sujets et de pouvoir ouais, s'organiser à une échelle un peu supérieure à l'échelle individuelle, quoi. Euh, et je rejoins Virginie qui disait que l'usure des institutions, enfin, bon, l'absence d'institutions pour le coup en Haïti et l'usure des institutions en France, pour nous, c'est plutôt une opportunité puisque en fait, ça laisse de la place aux nouvelles propositions qu'on peut faire en tant que citoyen, citoyenne et militant. Je sais pas, Nicolas, si tu veux compléter peut-être avec un point de vue plus Ouais, Mais local. peut-être, si tu permets, je donnerai peut-être la parole plutôt après à Nicolas. J'essaie d'équilibrer entre les vas-y, intervenants et je je laisse regarde la le place chrono et aussi. je la reprendrai après. Donc, et je suis sûr que Nicolas, en plus, sur la question, bon, je pense que sur les institutions, on a une série d'éléments. Ce que j'entends, je me dis, c'est quand même drôlement important de tirer des leçons des expériences, parce qu'on voit quand même qu'il y a des expériences qui réussissent pas, qu'il y a des stratégies qui sont différentes chez l'un et chez l'autre. Et donc, tirer des leçons de tout ça, voir ce qui marche, ce qui ne marche pas, est vraiment nécessaire dans un truc où il y a beaucoup de tâtonnements. Mais je voudrais qu'on ait quand même un petit temps aussi pour un autre débat qu'on avait eu dans la préparation autour de la transition, transition et démocratie, mais c'était tout le lien avec les milieux populaires. Donc, à plusieurs reprises, on a dit en France et en Belgique que le discours autour de la transition écologique et même les actions touchaient surtout les gens des classes, quoi, je ne sais pas s'il faut dire classes moyennes, etc., qui avaient toute une grande difficulté à toucher les milieux populaires. Moi, j'ai entendu qu'en Haïti, ce n'était pas la même sensibilité, mais que de toute façon, cette question-là était très importante, parce que si on parle de démocratie et qu'on oublie ceux qui sont peut-être même les premières victimes de toute cette destruction de l'environnement et conséquences de la crise climatique, on est nous-mêmes en contradiction avec nos propres valeurs. Donc, est-ce qu'on peut faire un petit tour des uns et des autres autour de ça? Comment vous réussissez. Alors, je vois que la main de Jean-Yves qui se lève, donc je lui passe la parole.
Bah, très simplement, donc pendant la préparation, je me souviens qu'on avait évoqué le livre de Fatima Wassak pour une écologie pirate. Et en fait, elle montre très bien, et particulièrement en France, la tension entre la société qui va encore bien, la classe moyenne supérieure, les riches, les élites économiques, politiques, qui aimeraient bien faire en sorte qu'on puisse continuer comme ça, et donc faire gaffe un peu à l'environnement pour continuer à vivre aussi bien, continuer à faire tout ce qu'on fait et continuer avec cette croissance économique. Et puis, la tension et surtout l'opposition avec les classes populaires qui, elles, disent, mais nous, on veut justement pas que nos enfants aient la même vie que nous. On veut absolument qu'ils aient une autre vie que nous et qui vivent pas dans ce système. Et moi, je suis de plus en plus convaincu que les milieux populaires n'ont absolument rien à attendre des institutions telles qu'elles existent aujourd'hui, rien à attendre des élus, et peut-être, et ça c'est violent de le dire parce que c'est vers nous que ça se tourne, mais pas grand-chose à attendre de nous, en fait. Les militants, bobos, je sais qu'il ne faut pas utiliser ce mot-là, mais les gens qui ne se tracassent pas pour la fin du mois, tu vois, et qui peuvent partir en vacances l'été. Et donc, à un moment donné, là aussi, elle propose que dans les quartiers populaires, les gens reprennent possession de leur quartier et se mobilisent autour de la terre qu'est leur quartier et peut-être inventent des institutions pour s'auto-organiser. Et moi, je pense que là, justement, on est vraiment au cœur on est au cœur de la question. Et voilà, souvent quand on parle d'écologie, on fait ouais, mais tous vers la lutte contre le CO2, machin. Mais en fait, il faut toujours avoir une lecture sur les dominations et sur les rapports de classe. Et il n'y a rien à faire, même sans le vouloir. Il y a une élite qui exerce le pouvoir politique, le pouvoir médiatique, le pouvoir dans les ASBL et des entreprises, qui ne connaît pas la réalité des gens sur le terrain. Et cette domination reste violente, même dans nos bonnes intentions. Donc voilà, il faut absolument que on laisse des espaces pour que les milieux populaires puissent réinventer des institutions politiques. Et moi, ma question, c'est que je sais que la situation à Haïti est terrible, mais quel espace d'opportunité? J'aurais envie de dire, il faut absolument que le Sud arrête de regarder vers l'Europe. Nos institutions ont vécu, elles datent. C'est là où le progrès avance le moins vite. Et à la limite, je me dis, il y a un espace peut-être d'innovation démocratique, socioculturelle en Haïti et qui pourra nous inspirer aussi après. Voilà, donc, voilà, je pense qu'il faut arrêter d'idéaliser les élections, d'idéaliser le système représentatif. Voilà ma réflexion. OK. Donc en Haïti, vous êtes des innovateurs. Comment tu as dit ça? Ben, quelle tentative et quel espace pour l'innovation démocratique et socioculturelle quand il n'y a plus rien. Nous, en fait, nous, en Belgique, même quand on n'a pas de gouvernement pendant 500 jours, l'administration est tellement performante que ça continue à rouler. C'est vrai, et on oublie souvent les administrations. C'est très Ben, oui, important. Le oui. politique, les administrations jouent un très grand rôle et souvent, c'est ça qui fait la force d'un État, c'est l'administration. Mais voilà, il n'y a pas beaucoup d'espace. Alors en Haïti, bah, le point positif, si on peut dire, c'est cet espace laissé pour l'innovation, peut-être. Oui, l'espace laissé pour l'innovation, sous condition d'un contrôle quand même d'une communauté internationale qui ne voit pas forcément la démocratie d'une façon universelle. Et donc ça, je pense que c'est vraiment le plus gros obstacle qu'il va falloir dépasser. C'est que les Haïtiens eux-mêmes puissent réinventer leur territoire. Et pour réinventer leur territoire, définitivement, la première étape, c'est de pouvoir permettre à ces personnes de se rencontrer et de discuter dans un cadre sécurisé. Et je crois que c'est ça, en fait, la spécificité du GAF qui a repris cette méthode d'alternativa. Ça, c'est très, très clair. C'est-à-dire qu'on a un cadre de sécurité qui permet à chacun de s'exprimer de façon très, très libre, de dire exactement ce qu'il veut sans aucune forme de censure, mais dans le respect l'un pour l'autre. Et je vous garantis que ça change tout, en fait. Dans des réunions politiques où ça peut vite virer au brouhaha, et ben on se retrouve dans des espaces qu'on appelle sécurisés, où les gens discutent de façon tout à fait sereine, posée, apaisée, même s'ils ne sont pas d'accord, même si des
extrêmement profonde, mais ce cadre permet aux gens de s'exprimer et de revendiquer ce qu'ils ont à revendiquer. Donc moi, je pense que c'est vraiment ça l'innovation, si je peux dire, parce que Claude l'a vécu, et c'est vrai qu'on en a discuté avec Silène sur Alternativa France, où c'est vraiment différent. C'est que Alternativa en Haïti, les militants qui font partie du mouvement national citoyen pour le climat en Haïti, ils sont de toutes couches, de toute génération, de toute couleur, de toute origine économique, de toute origine géographique. Et tout ce monde se retrouve en coordination nationale et on discute selon ce cadre sécurisé qui permet des échanges extrêmement constructifs et qui nous permet surtout de voir qu'au-delà de nos clivages, ben en fait, on a quand même des sacrés points communs et que le point commun, c'est le territoire. Et donc, en fait, nous, notre espace d'innovation, c'est vraiment le territoire. Lisa en a parlé, Jean-Yves en a parlé, Nicolas en a parlé. Définitivement, la démocratie, elle se réinvente à la base. Mon seul bémol, c'est vraiment définitivement quand on peut imaginer qu'il y ait un carcan, non seulement national, mais supranational, qui empêche cette innovation démocratique d'émerger et de s'exprimer. Et ça, cette force, elle est quand même vachement violente, elle est très puissante, très, très puissante. Et donc, ça demande vraiment aux citoyens haïtiens et aux citoyennes haïtiennes de faire preuve d'audace pour revendiquer dans l'espace public. Et ça, comme je l'avais dit tout à l'heure avec le phénomène de dépolitisation, c'est toute une culture à réinventer, un espace à se réapproprier pour exprimer, pour revendiquer, comme le disait Nicolas, que ce soit sur un projet de grand magasin ou même sur un projet de... nous, on milite contre les contenants alimentaires à usage unique en polystyrène expansé qui alimentent des circuits de contrebande extrêmement lucratifs qui ont des ramifications jusque dans les élites politiques et économiques d'Haïti. Donc, prendre l'espace public pour dire non, on ne veut plus de ces produits-là, je vous assure que c'est déjà extrêmement courageux dans un contexte haïtien qui est d'une violence vraiment incroyable. Donc, cette démocratie, elle ne va pas de soi. Elle va demander que les gens prennent des risques et des risques physiques, hein, on ne blague pas. Donc, c'est aussi faire preuve de courage que d'exprimer sa citoyenneté en Haïti. Mais pour la question de diversité culturelle, moi, je peux vous garantir que la préoccupation au niveau des territoires, elle concerne absolument toutes les couches et que toutes les couches y ont le droit de citer. Et ça, je trouve que pour moi, c'est la plus belle innovation. Ok, merci. J'aurais envie de me tourner vers Nicolas qui nous a dit qu'il venait de la commune la plus pauvre de la banlieue parisienne. Voir si tu te Alors, reconnais ma dans... commune n'est pas la plus pauvre, Comment? mais ma commune n'est pas directement la plus pauvre. Je Enfin, suis c'est encore pas, de toute façon, dans c'est pas un concours hein, la partie de... riche de mon département, Voilà. mais mon département l'est. Euh, c'est sûr que nous, on n'est pas sur des niveaux de corruption et des niveaux d'Haïti. Par contre, ce que je peux constater, c'est que d'abord, il y a une apathie terrible des populations des quartiers prioritaires sur les questions politiques. Euh, Nous, on a 2 tiers d'abstention aux élections municipales et quand on regarde les bureaux de vote individuellement, c'est ceux qui sont dans ces quartiers où il y a le moins de votes. Donc déjà, il y a ce constat-là. Euh, Bon, mon groupe, on est assez nul sur la question d'arriver à rendre populaire notre discours. Donc, je vais pas. J'inviterai plutôt ceux qui ont envie d'en savoir plus à justement aller appeler Verdragon, qui est un de nos voisins. C'est à Bagnolet, c'est juste ici, là, à 10 km. Et, euh, et qui a vraiment fait un travail sur la question de l'écologie populaire en créant une maison d'écologie populaire avec l'aide d'Alternatives à Paris, entre autres. Et, euh, et pour le coup, d'ailleurs, qui a reçu le courroux dans les ministères, on voit bien l'interventionnisme immédiat de l'État sur la question de tout d'un coup, c'est qui ces gens-là qui se réapproprient leur territoire. Voilà. Moi, ce que je constate, par exemple, sur le 93, c'est que c'est à la fois le département de la métropole dans lequel il y a le moins d'espace vert, et pourtant, c'est celui dans lequel il y a le plus de programmes immobiliers et c'est celui dans lequel on construit des infrastructures pour les Jeux Olympiques de 2024. Ah Comment oui. se fait-il que là où il y a déjà le plus de bâtis, on en fait encore plus? Et en fait, c'est que
comme les gens, justement, ne se manifestent pas lorsqu'on agresse leur territoire, ce sont des proies faciles. Et moi, je suis absolument convaincu maintenant que euh, quand il commence à y avoir des territoires en lutte, en fait, les promoteurs, les destructeurs de l'environnement ne s'arrêtent pas. C'est comme un peu l'histoire des centres Amazon. Vous voulez en construire 10, ben vous déposez 20 dossiers. Il y en a 10 qui vont capoter parce qu'il y a des assos qui vont les attaquer. Il y en a 10 où les gens ne vont rien faire et vous allez avoir vos 10 centres. Donc en fait, on a vraiment une stratégie à mener qui doit partir de chaque local et chaque commune, chaque territoire doit se soulever en fait pour défendre son territoire. De sorte qu'à la fin, il ne reste aucun espace dans lequel il y a du laisser-faire en fait. Et c'est ça le défi. Parce que nous, on travaille ici à Rosny-sous-Bois et les quelques communes alentours, mais notre capacité d'action quand on est un petit groupe local, elle est très locale. Comment on fait pour que dans le territoire voisin, le projet qu'on avait chez nous, il ne soit pas juste fait chez ceux d'à côté qui vont récupérer le projet à notre place. Et donc moi, là, je n'ai pas de clé. On m'a posé tout à l'heure la question de savoir aussi comment on fait de l'éducation populaire. Nous, on tente plein de choses. On va dans les lycées, on va dans les collèges, on propose des fresques du climat, on démontre ce qu'on fait, on va sur le terrain. Mais je dois bien avouer que, il y a vraiment un angle mort là-dessus. Et c'est sans doute là que la clé se trouve. Et pourtant, je pense que c'est le défi le plus difficile. Alors, nous, on est sur un territoire qui est un territoire où les gens habitent, où ils dorment, où ils mangent, mais ils y travaillent peu. C'est très difficile d'investir les gens, en fait, quand on vit dans un territoire dortoir. Peut-être qu'effectivement, il y a des endroits dans lesquels les gens peuvent reprendre et montrer la voie et, nous, on regarde ce qui se passe à Vergaragon chez nos voisins parce que ça nous intéresse vraiment pour le coup, parce que tout ce qui va sortir de ce projet-là ne pourra pas naître d'une autre à travers notre groupe. Clairement, là-dessus, ben, on fait confiance à nos voisins pour inventer des nouvelles solutions et éventuellement venir eux-mêmes nous apporter des idées à dupliquer, à faire, etc. Et c'est là où le partage du coup d'un territoire à l'autre prime et que le fait de faire réseau et de faire mouvement a du sens. Ok, je te remercie parce que c'est plus facile de venir avec des victoires que de dire qu'on doit aller voir chez les voisins, mais je pense que c'est très important pour une dynamique de mouvement de se situer comme ça. Je vois qu'il y a deux mains levées, alors il y a Silène et Lisa. Soit Silène poursuit ce que disait Nicolas, Oui, c'est peut-être pour et puis je compléter. te passerai la parole, Lisa. Euh, Merci. Ben justement, c'était pour un peu rebondir sur ce que disait Nicolas. On a plusieurs groupes locaux, notamment Paris, Nicolas l'a évoqué, qui ont beaucoup travaillé avec pour ouvrir le lieu de Verdragon, la maison de l'écologie populaire. Il y a aussi les groupes locaux de Lyon et de Grenoble qui sont assez en lien avec l'Alliance citoyenne pour poursuivre différents projets. Et un autre projet à Bayonne où, euh, où il y a une nouvelle association qui s'est montée il y a quelques années, très en lien avec le groupe local d'Alternativa, qui s'appelle ALDA et qui travaille justement sur l'écologie populaire, mais alors en partant vraiment des besoins des gens, en fait, en allant faire du porte-à-porte pour récolter les besoins des gens et, euh, et les inviter, les accompagner à s'organiser pour eux-mêmes revendiquer leurs besoins. Et en fait, ça part du constat que à Alternativa, s'il y a une chose qu'on sait faire, c'est s'organiser. Et en tout cas, ça, depuis 10 ans, ça a quand même mené à un certain nombre de victoires obtenues au niveau local. Et donc, on s'est dit que c'était peut-être là-dessus qu'il fallait jouer parce qu'on ne va pas aller demander Voilà, la on peut faire communication. quelque chose pour les inviter à s'organiser. Pardon? Non, la communication était mauvaise, mais ça va, c'était optimal. C'est C'est bon là. revenu? Oui, c'est revenu. Je finis rapidement.
avec un exemple justement qui nous vient du Pays Basque et qui est assez marquant. C'est enfin, c'était dans une zone de HLM, il y avait une boîte aux lettres qui avait été supprimée. Et en fait, les habitantes du quartier se sont réorganisées pour demander de réinstaller une boîte aux lettres. Et en fait, c'est en partant de ce besoin très concret, très local, que les habitants et habitantes se sont organisés en fait autour de cet objectif. Et une fois qu'ils ont obtenu cette première victoire, ça permet vraiment d'intégrer le fait que, bah, une fois qu'on est organisé, on a plus de poids et on peut obtenir des victoires. Et du coup, bah, c'est ça qui va donner envie d'aller chercher des victoires de plus en plus significatives, quoi. Voilà, donc partir des besoins du quotidien, C'est c'est ça. une bonne porte d'entrée, mais bon, faut bien reconnaître qu'à Alternativa, on a encore du travail pour aller pour, euh, pour bah, faire des ponts avec les quartiers, avec les milieux plus populaires, quoi. En tout cas, ton exemple montre bien qu'ils ont eu là l'inventivité de repérer quelque chose qui tenait à cœur aux mères de famille ou aux habitantes et que c'est à partir de là qu'ils ont pu avancer, si j'ai bien compris. C'est ça, et Donc qu'en fait, ça, c'est pas, enfin, pour le coup, c'était un peu mettre de côté les luttes climatiques ou écologiques, ou, enfin, pour repartir vraiment des besoins concrets du quotidien. Et en fait, c'est ça. enfin, c'est ça qui parle aux gens, quoi. Ouais. Peu importe quels sont les gens en question, en fait. OK, merci. Lisa, tu Non, mais c'est... patientes depuis un petit moment, là, vas-y. Merci. C'est bien, ça fait le lien avec ce que je voulais dire parce que, en fait, quand on met les gens dans des sujets concrets, quand il y a besoin de décider de sujets concrets, euh, il n'y a pas de position très forte, en fait. L'intelligence collective, ce bien grand mot, c'est vraiment quelque chose alors qui s'anime et qui se crée, mais du coup, pour moi, je suis absolument d'accord avec ce que tu dis, Silène. C'est là qu'il faut aller rechercher les gens, il y a un fossé tellement grand entre les institutions et eux que c'est le seul moyen de le faire. Et j'ai vu une question de Jean-Jacques que je trouve intéressante, c'est vrai, à vous poser. Qu'est-ce que notre expérience pourrait vous amener? Donc, j'essaye de trouver des éléments rapidement. Je vous donne ce qui me vient en tête, mais en fait, je ne sais pas si c'est vraiment ça qui est pertinent. Euh, Moi, je suis persuadée qu'il y a besoin d'avoir un pied dedans et un pied dehors. Donc, ne pas opposer les deux, ça me paraît déjà un prérequis. Parce qu'on a besoin de tellement d'énergie pour faire changer le système qu'il faut absolument être à ces deux endroits-là. Et d'ailleurs, c'est le municipalisme. C'est littéralement ce que le municipalisme dit. Donc moi, vu que je suis sur la partie plutôt un pied dedans, je ne parle que de ça, mais effectivement, les 1000 pieds dehors, on dit même, un pied dedans, 1000 pieds dehors, c'est ce qui va construire toute la base, toute la légitimité, effectivement, des élus. Mais il faut des élus. Et moi, enfin, c'est vrai que je suis un peu en minorité dans ce panel, mais je ne peux que vous encourager à vous intéresser à ce que pourrait être des candidatures aux élections municipales dans votre pays. Et d'ailleurs, pour reprendre du coup ta question, Jean-Yves, l'idée d'aller chercher les classes populaires, c'est aussi à ce moment-là qu'elle se fait, c'est-à-dire dans la construction des offres politiques, comment est-ce qu'on va chercher les sujets qui vraiment touchent les gens et qui sont intéressants. Et donc, ce que disait Silène, nous, on l'expérimente et on l'utilise aussi. Ce qu'on a trouvé de plus efficace pour aller diversifier, que ce soit dans des assemblées, dans des panels au moment des campagnes électorales, mais aussi pendant l'exercice du pouvoir, pendant les mandats électifs, c'est de faire du tirage au sort, mais pas uniquement du tirage au sort, c'est de faire du tirage au sort avec du porte-à-porte. Donc de s'inspirer de ce que Alinsky a fait aux États-Unis dans les quartiers populaires de Chicago, qu'il a appelé donc le community organizing, qui est un concept très complexe. Donc nous, on est très humble là-dessus, on utilise ce qu'on peut. Mais en gros, c'est le principe, c'est vraiment d'aller chercher les gens chez eux et de leur demander
Qu'est-ce qui les énerve? Ils en ont marre de quoi dans le système politique? Pourquoi ils y vont pas? Pourquoi ils se présentent pas? Pourquoi ils votent pas? Qu'est-ce qui va pas dans le quartier? Et c'est là qu'on va chercher les personnes. Et il faut pas se mentir non plus. Nous, en France, on n'a aucune leçon à donner là-dessus, puisqu'on a une culture politique et citoyenne qui est tellement en déficit que voilà, on est plutôt en partage d'expérience, comme on dit les copanélistes. Et du coup, nous, à Fréquence Commune, à chaque personne qui ne ressemble pas aux toujours les mêmes, dans une réunion publique ou dans une assemblée, c'est la victoire totale. Au début, les élus, nous, quand ils veulent qu'on diversifie les échantillons, ils s'imaginent que du jour au lendemain, on va faire venir 50% des personnes des quartiers prioritaires de la ville, comme on dit, ou des quartiers populaires. On va être à 50% de femmes. On va être à beaucoup plus de jeunes, beaucoup plus de personnes issues de la diversité. Mais c'est impossible à changer du jour au lendemain. Donc, moi, ce que ça m'inspire, en tout cas, c'est qu'il y a une vraie responsabilité de celles et ceux d'entre nous qui ont les capacités de se présenter à des mandats électifs pour aller, avec une vraie sincérité politique, aller ouvrir des espaces démocratiques qui vont permettre de repolitiser, mais pendant des dizaines d'années, en fait, ça va prendre de repolitiser et de faire que les personnes se réapproprient ce que c'est que de faire de la politique. Euh, et, 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 euh, et voilà, c'est à peu près ce que je voulais dire. Ok, merci. Moi, je retiens de dernières interventions aller chercher, aller faire du porte-à-porte. Donc, ça veut dire un mouvement qui nous pousse, et qui n'est pas du tout facile, hein, c'est facile à dire, mais pas si facile à faire, qui nous pousse à aller vers les gens. Et sans doute qu'il y a une désertion depuis des dizaines d'années hein, de toute une série de gens, les politiques, mais pas seulement, je pense, par rapport aux quartiers populaires, aux quartiers pauvres, etc. Alors, je voudrais maintenant, comme on l'avait annoncé, prendre des questions. Et Léa vous avait annoncé tout à l'heure qu'il y aurait des questions posées, rassemblées par Mislaine en Haïti. On voudrait peut-être leur donner d'abord la parole parce qu'ils sont tout un groupe là derrière une petite image et on va commencer par eux, voir les questions que eux voudraient relancer vers le panel. Puis on verra quelles questions ressortent et ça c'est qui sortent des échanges des gens qui sont derrière le Zoom. Donc, en Haïti, Mislaine, tu es prête à nous poser, à nous relancer deux ou trois questions? Non, pour le moment, il n'y en a pas de On t'entend très mal. Ok, là maintenant, vous m'entendez? Oui, c'est bien, formidable. De Bonsoir. l'autre côté, là maintenant, il n'y a pas de questions, donc vous pouvez continuer. Vous n'avez pas de questions? Et si vous avez des réactions sur ce qu'on a dit jusque maintenant? Ah. Et de l'autre côté, du côté des participants au Zoom, est-ce que... Oui, Mislaine, tu es là? Oui, 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 je suis là. Est-ce que, et vous n'avez peut-être pas de questions, mais est-ce que vous avez des réactions, des choses qui vous ont semblé bizarres ou que vous voulez appuyer? Non, il Bon, n'y a aucune réaction de notre côté. Il paraît que tout est OK de notre côté. bon, ben, et on serait quand même content d'avoir quelques échos de votre part, hein, mais donc on vous laisse le temps de réfléchir. Maintenant, je me tourne vers, et je m'en mêle dans les prénoms, vers, oh là là, c'est Nicolas, non, c'est pas Nicolas, qui devait rassembler les questions. Comment? Théo. Excusez-moi, je commence à devenir vieux, moi, avec les prénoms. Théo, vas-y. Est-ce que toi, tu as retenu dans les réactions des participants? Oui, bah, merci, c'était très intéressant. On a euh, Stéphanie d'abord qui demandait à Lisa,
quand on parlait des listes citoyennes vers le début, quelle était la taille des communes qui expérimentent des listes citoyennes et comment ça évolue, quelle tendance ça a en ce moment? J'ai donné une liste pour info d'exemples de communes sur le chat, parce que je vais forcément en oublier si je me mets à en citer. Mais en gros, pour vous le dire rapidement, donc c'est vraiment toute taille de commune. Nous, on se fait accompagner par une chercheuse du CNRS, Myriam Béchir, qui nous apporte toutes ces données-là. Et donc, on voit qu'il n'y a vraiment pas aucune corrélation avec la taille de commune. Je mettrais peut-être à part les très grandes métropoles en France, où en fait le jeu des partis politiques fait que c'est quasiment impossible, bon j'espère pas, mais jusqu'à présent c'était quasiment impossible pour une liste participative et citoyenne d'arriver au pouvoir. Euh, où il y a aussi un risque on parlait de greenwashing, il y a aussi du citizen washing, et je nous invite à être très vigilants là-dessus. Je ne sais pas si c'est un phénomène qui peut arriver facilement en Haïti, mais en fait qui va consister à gadgetiser la participation citoyenne. Donc, par exemple, à mettre du budget participatif un peu de partout, qui fait un espèce de star system qui, du coup, apprend aux citoyens que si son projet n'a pas été sélectionné, c'est qu'il n'était pas assez bon, en gros, quoi. Je caricature un peu, je provoque à dessein, mais du coup, voilà, il y a ce phénomène-là. Et sinon, voilà, on va jusqu'au tout petit village de quelques centaines d'habitants qui vont jusqu'à mettre des habitants dans leur conseil municipal et en fait à jouer avec les suspensions de séance. Donc, je me permets comme ça de rebondir sur ce que Jean-Yves disait dans le chat. Je ne suis pas très d'accord. En tout cas, en France, les élus ont toujours beaucoup de pouvoir. C'est s'ils laissent le pouvoir aux administrations, ils le perdent. Mais s'ils le reprennent, moi je travaille avec des communes qui sont révolutionnaires et on fait des trucs assez incroyables. Je pense que voilà, il y a pas de règles là-dessus. Et juste pour vous donner un ordre d'idée, il y avait environ 700 listes citoyennes et participatives en 2020 qui se sont présentées. 710 en D'accord, merci. Ensuite, on avait Véronique et Aline de Baronnie en transition qui, si je comprends bien, ont vécu une expérience similaire à Saillant, mais ce n'est plus le cas actuellement. Et parmi les raisons qui avaient été évoquées, il y avait l'enjeu d'efficacité et de rapidité de prise des décisions. Et donc, elle se posait la question, je crois, de quelles limites vous voyez à ces listes citoyennes et quelles options pour surmonter le problème. Est-ce que je peux juste préciser deux, trois Oui, je éléments? t'en prie, merci. Oui, donc je ne suis pas de saillant. Simplement, j'ai cru comprendre, mais je parle sous le contrôle de Lisa, que à Saillant, il y a eu une liste municipale en 2014, qu'elle n'a pas, je ne sais pas si elle s'est pas représentée ou elle n'a pas été réélue en 2020, mais pour avoir euh, discuté avec des gens de Saillant, il semblerait qu'un des problèmes auxquels ils ont été confrontés, c'était que justement, ils avaient mis en place un certain nombre de choses de manière très participative, avec l'idée qu'il y avait des groupes de travail qui travaillaient sur tel et tel sujet. Et en fait, forcément, ça nécessitait plus de temps, ce qui a pu susciter une certaine frustration de la part d'un certain électorat. Voilà. Enfin, c'était une des problématiques auxquelles ils étaient confrontés et un des points qui leur a été reproché. Mais encore une fois, je pense que Lisa en sait plus que moi, mais je me demandais s'il y avait des pistes oui, d'autocritique et de solutions à apporter à cette difficulté. Merci. Bon, Lisa, Bah, en un mot, j'en profite pour dire que c'est intéressant par rapport à l'exemple qu'a amené Nicolas sur la lutte contre le centre commercial, puisque la liste de Saillant en 2014, elle est élue et elle gagne vraiment sa campagne sur la lutte contre l'établissement d'un supermarché en centre-ville de Saillant. Donc en fait, il y a vraiment un vrai lien entre lutte territoriale et liste qui se présente et qui gagne. Et donc ça, c'est vraiment à garder en tête. Et moi, je peux que nous inviter à nous former, parce qu'effectivement, voilà, on va dire que pour donner envie aux gens de venir, il y a être concret, aller les chercher, être concret, avoir des réunions animées,
Et du coup aussi être très clair sur pourquoi est-ce que les personnes viennent. Si vous faites des réunions publiques ou des ateliers pour construire par exemple un programme pour vous présenter au municipal, ou si vous avez construit, je ne sais pas, des conseils de quartier pour faire remonter les besoins de proximité et pouvoir améliorer les réponses de la mairie, mais aussi mener des activités citoyennes d'ailleurs, parce que généralement les conseils de quartier ont ces doubles aspects-là. C'est très important de savoir pourquoi les gens viennent. Quelle est leur, est-ce que c'est de l'information, est-ce que c'est de la consultation, est-ce que c'est de la co-construction, est-ce que c'est de la co-décision. Et c'est l'échelle de la participation, elle vieillit pas parce que en fait c'est toujours aussi important de rester efficace, donc de ne pas s'éterniser dans des processus délibératifs qui vont prendre des années pour des toutes petites décisions, ou au pire, comme on l'a eu avec la Convention citoyenne pour le climat, qui n'aboutissent à quasiment aucune décision politique, puisque le lien avec la décision politique n'avait pas été clarifié avant. Donc moi, j'y crois et c'est possible de faire du collectif en restant efficace, mais c'est sûr que ça va demander un peu plus de temps, soyons honnêtes, et puis aussi, je dirais, un peu plus de formation à ces méthodes et ces outils. Ok, merci. Est-ce que du côté des questions, Théo, tu en as d'autres? Oui, on a une dernière question qui va un peu dans le sens des solutions justement pour surmonter les critiques. C'est Stéphanie qui pose la question plutôt à Nicolas sur les dispositifs d'éducation populaire pour remettre au centre les citoyens et qui se demandait aussi les personnes que Nicolas mettait derrière le nous quand il parlait des citoyens. Ouais. Alors, quand je dis nous, je parle au nom du collectif, en fait, hein. Donc, nous, on est un petit groupe organisé. On participe au conseil de quartier, justement. On participe à toutes les instances, en fait, parce que c'est un des moyens de faire de la veille et de détecter les projets, en fait, de détecter les intentions des élus. D'abord, on dépiote tous les conseils municipaux pour regarder toutes les décisions qui sont prises. On essaie d'avoir les ordres du jour en avance. En fait, notre groupe, c'est avant tout un groupe de veille. Et après, quand je dis nous, ben, c'est que quand le sujet nous tient à cœur, eh ben, on va sur le terrain. Donc, par exemple, pour la question du centre commercial, ça part au départ de notre groupe qui avait des arguments techniques à ce qu'il ne se réalise pas, des arguments sociaux, des arguments environnementaux. Et la mobilisation, c'est qu'à la fin, on obtient 665 avis dans l'enquête publique, en fait. Et donc, ce qu'on a constaté dans ce cadre-là, c'est que souvent, les gens, alors je parlais de l'apathie tout à l'heure, il y a ceux qui pensent qu'ils n'ont aucun pouvoir, qui du coup ne décident de plus rien dire, parce qu'ils n'ont pas le sentiment d'être écoutés, donc ils font même plus d'efforts. Ça, c'est un premier point. Mais il y a surtout le deuxième point, qui est que euh, souvent, ils ne savent pas. En fait, les gens ne savent pas ce qui se passe. Et donc, un des enjeux, bah, c'est d'aller présenter ce qui se passe. Donc là, nous, on a été confrontés d'ailleurs à comment on fait une présentation argumentée, simplifiée de ce qui se passait sur le terrain, sans pour autant devenir partisan de quelque chose. Il fallait qu'on arrive à être le plus factuel possible pour laisser les gens se faire un avis sans qu'on ait biaisé leur opinion. Voilà. Et donc, quand je dis nous, c'est le groupe, parce que Silène parlait tout à l'heure de la coordination. Nous, par exemple, on a eu des problèmes de bidonville. On a voulu aider les populations qui s'étaient installées sur le territoire. On a zéro expérience dans ce domaine-là. Donc, quand je dis nous, notre collectif, sa première mission, c'est de coordonner l'information, de coordonner les gens, de coordonner l'aide des gens qui savent faire. Et parfois, bah, du coup, on se retrouve très souvent sur des collectifs, selon les actions, qui dépassent largement le groupe Alternativa local, en fait. Voilà. Ok. Et est-ce que d'autres, sur cette question-là des dispositifs ou d'éducation populaire que vous connaissez ou que vous avez pu expérimenter, vous pouvez dire quelque chose? Sinon, je Bah, crois que... oui, Oui, Claude. oui, vas-y, Euh, Jean-Yves. en Belgique, il se passe plein de choses quand même. Et comme en France aussi, hein, il y a les panels citoyens. C'est souvent thématique, c'est sur certaines questions.
Le problème, c'est que quand les citoyens, ça fonctionne souvent très très bien. Et ils sortent des décisions, enfin, ils sortent des propositions qui sont juste incroyables, quoi. Tu te dis waouh. Mais le problème, c'est que c'est trop bien pour les hommes politiques qui ne veulent pas les adopter ou vont les minimiser, quoi. Et il y a pour l'instant un processus qui est assez intéressant, c'est justement au niveau des politiques alimentaires, mais donc ça veut dire durabilité de la production alimentaire, inclusion des personnes, des publics les plus précaires, soutien aux petits producteurs, enfin plein de choses comme ça. Il y a des conseils de politique alimentaire qui sont mis en œuvre un peu partout en Belgique francophone. Et là, par exemple, à Liège, il y a 120 citoyens qui ont postulé pour faire partie du conseil de politique alimentaire de Liège Métropole. Et la ceinture alimentaire qui anime le processus avec le politique a décidé de ne pas sélectionner et de prendre les 120 personnes. Et donc, du coup, tout le monde est monté à bord du Conseil de politique alimentaire et il y a 2 plénières annuelles et il y a 6 groupes de travaux thématiques qui se réunissent autant qu'ils veulent, c'est eux qui s'auto-organisent et ces groupes thématiques peuvent se diviser encore en sous-groupes thématiques. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que si quelqu'un ne fait pas partie du CPA, mais veut contribuer au travail d'un groupe thématique sans être dans le CPA, il peut y participer, mais il ne peut pas être en plénière. Et donc là, il y a vraiment un aller-retour avec les communes, avec Liège Métropole et avec la région wallonne par rapport aux projets, aux idées et aux propositions qui sortent des groupes citoyens et du Conseil de politique alimentaire. L'enjeu, évidemment, c'est qu'à un moment donné, les décisions prises aient plus d'importance et qu'on ne doive pas toujours jouer la séduction avec les responsables politiques pour qu'ils adoptent les propositions qui sont sur la table. Parce que évidemment, en fait, on l'a dit tantôt, il faut éduquer et sensibiliser le politique, mais il faut aussi prendre beaucoup de temps à comprendre ces enjeux, parler son langage et montrer que s'il il nous suit, il va quand même atteindre ses propres objectifs à lui ou à elle. Donc voilà, mais quand même, allez, le conseil de politique alimentaire qui sont mis en place sur les arrondissements en Belgique, c'est quand même une expérience nouvelle et assez intéressante. Ok, merci. Ok. Oui, j'en profite pour vous dire qu'il y a tout un tas de textes dans le chat, hein. Moi, j'ai pas eu le temps de les lire, hein, parce que j'essaie de suivre ce qui se passait par rapport aux personnes, mais je suppose qu'on va pouvoir reprendre ça. Euh, Mais Claude, oui, je veux juste rajouter une chose et donc là évidemment je suis un peu en opposition avec Lisa que je ne connais pas d'ailleurs et dont je respecte l'engagement. Je trouve ça super qu'il y ait des élus qui se lancent. Mais moi par exemple le travail d'éducation populaire qu'on appelle éducation permanente en Belgique, eh ben, c'est aussi de déconstruire un petit peu justement la notion d'élection, de hiérarchie, de représentativité. Parce qu'on peut se lancer directement dans des alternatives, mais il faut d'abord comprendre le système dans lequel on est et son historicité, son histoire, d'où il vient et pourquoi il a été choisi. Je trouve que c'est vraiment important parce que dès qu'on est petit, on nous sert une version qui n'est pas la version historique, en fait. Et donc, ça, c'est assez important. Je pense que ça, on doit commencer par là aussi et dire que des jeux institutionnels et des jeux politiques, c'est jamais que des règles à un moment donné que des gens ont choisi pour fonctionner, mais que ces règles, elles ne sont pas divines, elles ne sont pas éternelles, elles ne sont pas gravées forcément dans le marbre, dans la Constitution peut-être, mais pas dans le marbre. Et donc que tout ça peut aussi évoluer. Et par exemple, quand il y a des profs là dans l'enseignement qui nous disent ouais, voilà, on aimerait bien organiser un débat pour les élections qui ont lieu l'année prochaine, mais il faut qu'on invite un représentant de chaque parti et on va parler du climat et tout ça. Ben moi, je leur dis toujours, tiens, si on prenait ce temps-là pour parler de la démocratie et des élections avec les élèves et de savoir d'où ça vient et peut-être de déconstruire toutes les idées reçues qu'on a là-dessus et de se dire, tiens, ouvrons-nous le champ des possibles.
Parce que les gens ne se désintéressent pas du politique, c'est pas vrai. Les gens, ils en ont marre du fonctionnement actuel des institutions. Et je fais bien la différence entre le personnel politique et les institutions. Les partis et les personnels politiques, ils sont obligés de jouer les règles du jeu qui existent. Et les partis doivent survivre et les hommes politiques doivent fonctionner en fonction des règles qui sont celles actuelles. Donc là, le travail d'éducation permanente populaire, pour moi, il se situe aussi à ce niveau fondamental. OK. Je vois que l'heure tourne. Miss Laine, est-ce que depuis Haïti, vous avez envie de dire quelque chose? Oui, oui, il y a une réaction de notre côté, pour fils. Ah ben, on en est très content, hein. Alors, on vous écoute. Ok, d'accord. Bonjour, bonsoir tout le monde, ça dépend de l'heure. Alors, nous parlons de dispositifs face à l'éducation populaire. Généralement, nous voyons que l'éducation populaire, c'est une capacité à faire évoluer l'individu humain hors des principes traditionnels. Alors, si nous prenons cela dans le contexte de notre sujet, transformation écologique à la transformation démocratique, si nous voyons la transformation écologique, donc lorsque nous parlons de transformation, il y avait quelque chose déjà que nous allons transformer dans une idéologie peut-être plus commune où nous prenons quelque chose de ce genre afin d'arriver à une transformation démocratique. Donc, généralement, une transformation écologique va pousser l'implication de plusieurs et de multiples personnes. Donc, ce qui va leur pousser à avoir la capacité à hisser au niveau du pouvoir afin de créer une base démocratique. Donc, ça, nous le voyons. Mais sur une base d'éducation environnementale, si nous voyons l'éducation populaire à travers les écoles, lorsque nous parlons de transformation écologique, va nous d'abord pousser à faire ce qu'on appelle l'éducation relative à l'environnement. Maintenant, l'éducation relative à l'environnement ne se base pas tout simplement de parler des bienfaits écologiques, mais aussi des bienfaits démocratiques, sociaux et politiques. Donc, ce qui va nous pousser à avoir dans nos constitutions des lois qui nous poussent aussi et qui nous donnent des avantages au sein de la société afin de pousser beaucoup plus ce que nous appelons l'éducation, je dirais plutôt, oui, voilà, l'éducation populaire. Donc, c'était mon intervention. Alors, tout à l'heure aussi, Madame Virginie avait parlé de responsabilité de la jeunesse dans la prise de décision de la politique. Alors, je pense que l'éducation populaire, au dernier, ou je pourrais dire au plus haut niveau, c'est ça. C'est lorsqu'on éduque généralement une population, surtout une population jeune et montante, c'est avoir une capacité à créer une base pour la génération à venir. Qu'est-ce que je veux dire par là? Si la génération d'aujourd'hui apprend de par l'éducation populaire, il se peut que à l'avenir, des jeunes qui sortent parmi eux, qui vont ici au niveau de la politique, peuvent créer une démocratie beaucoup plus stable et beaucoup plus profitante pour la nouvelle génération. Donc, nous croyons et nous restons fermes pour savoir que notre thématique aujourd'hui concernant la transformation écologique, donc, donne vraiment une place même primordiale à ce que nous appelons l'éducation populaire. Car je vois peut-être comme l'éducation populaire comme étant un pont qui relie la transformation écologique vers la transformation démocratique. Car transformer écologiquement n'est pas seulement pour les plantes, mais aussi pour des lois, aussi pour des structures, aussi pour créer une valeur morale au niveau de ceux, celles qui sont au niveau des principes environnementaux. Donc, c'était ainsi mon intervention. Merci de m'avoir donné la chance de participer. Merci. Et c'est la première fois, je crois, de la soirée que j'entends le mot jeunesse. Alors, je trouve que c'est très important de nous rappeler ça parce que, bah, évidemment, en Haïti, les jeunes, ils sont très majoritaires, hein, mais c'est aussi tout un enjeu, l'éducation populaire, comme on vient de le dire, pour la génération suivante, parce que euh, c'est un sacré travail, pas seulement entre nous adultes, hein, mais la jeunesse. Je pense qu'on arrive tout doucement à la fin de notre échange. J'avais encore une question aux panélistes, mais je sais pas si, mais très rapide, si vous voulez y répondre. On s'était demandé, en quoi est-ce qu'on est obligé d'être créatif dans tout ce travail autour de la transition écologique, démocratique. J'aurais peut-être envie, en guise de conclusion, de vous laisser dire, si vous le souhaitez, hein,
en quoi votre expérience à vous, dans votre association, là où vous êtes actif, vous avez été forcé à la créativité? Ça vous a amené à être... je prends ce mot parce que je me souviens que lors d'une formation avec GAF Haïti il y a 3 4 ans, on s'était vraiment creusé pour être créatif, pour préparer une journée autour de l'environnement en se disant on est obligé d'inventer des formes d'action qui rompent avec ce qu'on a appris à faire habituellement. L'autre, Et, et- Nicolas et Virginie ont la main levée, et aussi et- Silène. ah, d'accord, alors allez-y. On commence par qui? Virginie. Et je crois que les copains avaient leur main levée depuis plus longtemps, donc je peux Ah leur bon, laisser ben la alors, parole. bon, moi, j'ai pas bien suivi les mains, excusez-moi. Nicolas, vas-y, c'était peut-être toi ou Silène. Ouais, je vais intervenir vite, je te rendrai la parole après Virginie. Euh, non, je voulais rebondir tout à l'heure sur la question du municipalisme. Euh, En fait, nous, par exemple, il s'est posé la question aux dernières municipales. Des gens ont quitté mon collectif pour aller sur des listes. Déjà, on les a mis de côté par rapport à notre porte-parole pour deux raisons. La première, c'est que une fois qu'on est élu, il faut quand même aussi qu'il y ait des garde-fous derrière nous, parce qu'on a nous-mêmes des faiblesses. Et on peut très vite, au nom d'un projet qu'on croit être le bon, en oublier les gens qui sont nos administrés. Donc, en fait, il faut de toute façon avoir autre chose qui se passe en parallèle de la prise du pouvoir, je dirais. La deuxième chose, c'est qu'on peut perdre. Et donc, quand on perd, il n'est pas question d'attendre 6 ans pour tenter de reprendre le pouvoir. Tout à l'heure, j'exprimais le fait que dans le 93, il y a un mouvement d'urbanisme qui va très très vite. En fait, en 6 ans, on a le temps de vous dézinguer un territoire. La puissance en fait des lobbies de l'urbanisme, des intérêts privés d'entreprises, etc., prend le pouvoir complètement à la place des élus quand ils n'ont pas de projet, en fait. Donc, il faut quand même prévoir des plans B, en fait. Je ne dis pas qu'il ne faut pas se présenter, je pense que Lisa, tu as très bien fait de le faire, mais il faut aussi se rappeler que, en fait, ce n'est pas les élus qui vont tout faire et que le peuple doit toujours pouvoir prendre la main tout au long, en fait, tout au long de la chose. Voilà. Euh, j'ai dit. Merci. Silène? Oui, euh, preuve de créativité, pareil, Mauvaise connexion, on ne nécessaire te comprend pas. Ah, est-ce que peut-être je coupe ma vidéo, ça marche mieux? Ouais, peut-être, essaye. Et Mislaine aussi a Là, vous levé la main. m'entendez ou pas? Oui, là, ça va mieux. Ok. Euh, oui, je disais, faire preuve de créativité, ça paraît nécessaire pour justement enfin, pouvoir débloquer certaines situations, pouvoir construire un rapport de force et un pouvoir de danse, en fait, pour, euh, pour pouvoir faire pression sur les élus. Ça dépend toujours du contexte vraiment local et j'ai envie de citer deux exemples de groupes locaux qui sont dans des situations différentes. On a un groupe à Sénart, donc en Seine-et-Marne, qui arrive à avoir assez régulièrement des réunions avec les élus et qui parfois obtient ce qu'il demande en agitant la menace de la désobéissance civile. On a pu l'évoquer tout à l'heure. Et en fait, le fait de dire, en fait, si vous nous écoutez pas, si vous prenez pas en compte les avis des citoyennes et citoyens, on va passer à des actions de désobéissance civile. Ça fait mauvaise presse pour les élus. Et, euh, et du coup, parfois, ça fonctionne. Donc ça, c'est une technique qui a été développée par un groupe local. Et un autre exemple pour lequel ça marche un peu moins bien, c'est le groupe local de Saint-Lô qui est dans la Manche. Et à Saint-Lô, en fait, il y a une élue qui est à peu près climato-sceptique, ou qui en tout cas dit Ah, Silène a complètement disparu. Bon, ben, on lui redonnera la parole si elle revient. En attendant, elle était sur le groupe de Saint-Lô. Je passe la parole dans l'ordre, je crois que c'est
Virginie, puis Mislaine ou le groupe d'Haïti. Vas-y, Virginie. Oui, en parlant de créativité, effectivement, Claude, quand tu étais venu, on avait essayé de faire un atelier de brassage d'idées pour avoir des idées folles, pour pouvoir attirer l'attention. Au final, c'est quand même assez compliqué, je dois dire, parce que ça demande vraiment un effort cérébral important d'être créatif. Et parfois, il suffit aussi de rester simple. Euh, J'aurais dû parler d'éducation populaire non formelle. C'est vrai qu'on en a beaucoup parlé, mais j'aimerais quand même ajouter que l'éducation populaire non formelle, elle se fait autour d'une idéologie. On en a parlé, mais je trouve que c'est fondamental que les gens puissent se situer dans un courant idéologique, sans parler d'endoctrinement, c'est pas la question du tout, c'est juste simplement de pouvoir ouvrir les esprits sur des conceptions politiques différentes dont on n'a pas forcément l'habitude de parler. Et puis de faire une éducation à la sémantique. Aujourd'hui, Jean-Yves en a parlé dans le chat, la question de la démocratie, ça ne veut plus rien dire. En Haïti, la démocratie, c'est des chefs. Voilà, la démocratie, c'est des chefs qui gouvernent. Mais oui, mais le problème, c'est que c'est pas ça, la démocratie. Donc en fait, le travail d'éducation, c'est un travail de retour aux sources des mots. C'est quoi? C'est qui un citoyen? C'est pas simplement quelqu'un qui paie ses impôts, c'est pas quelqu'un seulement qui va voter, c'est autre chose. C'est quelqu'un qui prend l'espace public pour revendiquer quelque chose pour le bien commun. Donc ça change toute la dimension de la citoyenneté quand même. Et puis, on parlait d'innovation toujours pour dire que il y a ce travail d'éducation qui est fondamental, mais qui doit s'accompagner aussi avec des actions. C'est pour ça que nous, on se retrouve très bien dans le mouvement Alternativa, c'est-à-dire sur une jambe, je propose et sur l'autre, je dénonce. Je dénonce, ça fait partie de la citoyenneté de dénoncer. Mais en Haïti, on ne dénonce pas. Et pourtant, on sait tout ce qui se passe sur les territoires. Donc, au sein d'Alternativa, ce qu'on essaye de développer au sein des groupes locaux, des 32 groupes locaux, c'est d'avoir des groupes qui jouent le rôle de sentinelles sur les territoires et qui sont capables d'être les yeux des territoires pour dénoncer les mauvaises pratiques, les projets climaticides qui se déroulent potentiellement sur les territoires, pour les faire remonter et pour pouvoir les porter dans l'espace public. Mais tant qu'on n'a pas les informations, on ne peut pas mener l'action. Et il y a des actions qui peuvent se mener au niveau territorial, mais il y a des actions qui peuvent prendre aussi une dimension supra-territoriale pour protéger le groupe local. Parce que la situation d'Haïti est quand même extrêmement dangereuse. Il ne faut pas le minimiser. C'est-à-dire que prendre l'espace public pour revendiquer sur un territoire en Haïti, ça veut dire s'exposer à des risques physiques, des risques de mort. Et donc, le fait d'être un groupe, le fait d'être un mouvement national, ça permet aussi de protéger les groupes qui devraient prendre des risques pour dénoncer certaines actions sur leur territoire. Et moi, ce que je voudrais dire par rapport aux commentaires dans le chat de M. Joseph Roland, c'est de dire que oui, il y a ces instances pseudo-démocratiques là, qui permettent au système pseudo-démocratique de se perpétuer en Haïti, mais ce sont des personnes qui font marcher cette machine. Et c'est à nous de mettre les bonnes personnes pour que cette machine, soit elle marche correctement, soit elle ne marche plus du tout. Mais de la laisser dans les mains de gens qui sont mal intentionnés, qui sont avides de pouvoir, de richesse, de tout ce qui n'est pas vraiment pour le bien commun, ça ne fait que perpétuer ce système qui domine les populations les plus vulnérables, qui ne fait que s'enrichir sur le dos des plus vulnérables, et ça ne sert à rien, la démocratie. Donc, vraiment, je trouve que il y a un concept que j'aime beaucoup, c'est l'invisibilisation. Et en fait, nous, notre travail en Haïti, c'est de rendre visible ce qui l'est tellement qu'on ne le voit plus. Alors, c'est compliqué à expliquer, hein, mais la corruption, elle est tellement institutionnalisée, en fait, qu'elle fait pas. C'est la norme. Et le fait de dénoncer des actes de corruption permet de mettre l'accent sur le fait que non, ce n'est pas la norme et de redresser une certaine normalité dans ce qui est devenu complètement anormal.
Mon propos, il est peut-être pas très, très clair, mais cette question de rendre visible ce qui est invisible par trop de visibilité, c'est un travail extrêmement compliqué à faire. Voilà. Merci. Silène est revenue. Je ne sais pas si elle veut terminer ce qu'elle avait commencé à dire. Là, elle nous parlait du groupe de Salo, mais il faut qu'elle ne lève plus la main. Oui, mais très rapidement, juste pour terminer le Oui, propos, parce que de c'est... toute façon, on n'a plus que 10 minutes. Oui, non, mais ça va prendre plutôt 10 secondes. C'était pour dire que dans ce cas précis de Saint-Lô, qui a une mère climato-sceptique et qui affirme même attendre une intervention, enfin, en fait, elle reconnaît qu'il y a un dérèglement climatique, mais qui ne serait pas d'origine humaine et que s'il y Ah a un oui, problème, c'est Dieu qui trouvera la solution. Et donc là, effectivement, on est en train de se poser la question avec le groupe local pour trouver, c'est là qu'il faut faire preuve de créativité pour essayer de contourner ce problème et trouver comment faut faire. Bah, c'est pas évident, quoi, face à une personne comme ça, quoi. Voilà, c'est tout, ok. j'ai terminé. Merci. On passe à Miss Laine, si j'essaie de prendre dans l'ordre où j'ai vu les mains apparaître. D'accord, merci. Étant donné que l'heure nous fait défaut, nous avons eu deux questions, mais je vais poser qu'une. En fait, étant donné que nous sommes ici pour partager des expériences, et nous autres en Haïti, nous préparons les prochaines élections, même si on ne sait pas encore quand, nous aimerions savoir quels conseils pourriez-vous nous donner afin de mieux nous préparer face aux défis, enjeux et autres sur le pacte pour la transition écologique et sociale. Est-ce que vous avez eu des résultats positifs, tout ça? Ok. Donc là, tu nous relances une question. J'aurais envie de dire hein, que des conseils, je suis pas sûr qu'on ait tellement de conseils. Ce qu'on a essayé de faire ce soir, c'est de partager des expériences en voyant des réussites, des échecs, des chemins, des prudences à prendre. Bon, moi j'ai retenu que pour préparer les élections et peut-être que on ne peut pas en tout cas se contenter, même si on joue le jeu des élections, il faut qu'à côté de ça, il y ait d'autres forces. Il y a tout ce travail d'éducation populaire qui est revenu tout au long de de la soirée de diverses façons, en visant que ce soit les publics populaires, mais aussi nous-mêmes, puisqu'on a dit que nous-mêmes, on devait sans arrêt se former. Donc, je pense que c'est un peu toute la soirée qui ne donne pas des conseils, mais qui donne des éléments de réflexion à comment se préparer que ce soit aux élections ou à être dans le système dans lequel on est, euh, nous ne pouvons être des citoyens actifs et engagés que si nous nous formons, si nous nous rassemblons, si nous sommes au minimum vigilants par rapport aux élus, et puis parfois même en refusant ces élus carrément, parce que c'est ce qu'on vient de dire pour le système de corruption généralisée en Haïti. Alors, je ne sais pas si certains ont des conseils à donner, mais moi j'aurais envie de dire ça, que c'est un peu toute la soirée qu'il faut reprendre, qui donne à réfléchir. Et je vois des mains levées, et ce sera les dernières prises de parole, je pense, parce qu'on est à peu près à l'heure. Je ne sais plus dans quel ordre, hein. C'est Jean-Yves, Nicolas, Elisa. Désolée, est-ce que je peux Oui. juste répondre à la question parce que j'ai pas d'autres interventions, mais du coup peut-être sur cette question-là, je vais peut-être un Oui, peu. oui, vas-y. Ouais, ok, super, merci beaucoup. Du coup, nous, on va sortir un kit qui pourrait vous intéresser. Alors, ça va être contextualisé à la France, donc voilà, vous pourrez certainement pas tout reprendre, mais il va s'appeler Pécho ta mairie, voilà. Et je pourrais faire passer le lien quand il est en ligne. L'idée, c'est d'imaginer des élections, euh, enfin, une des campagnes plutôt, et la création de listes, etc., différemment. Donc, hors
jeu des partis politiques, hors corruption, hors clientélisme, hors, j'imagine, tout le système que Haïti connaît depuis des années. Donc l'enjeu est énorme, mais voilà, ce qui est passionnant, c'est le fait de se dire qu'il y a moyen d'aller chercher des profanes en politique, donc des gens qui n'ont jamais fait de politique, et de les inviter à rejoindre ces listes, de construire des valeurs par ces groupes cœurs qui peuvent se former sur les territoires, de construire des visions déjà politiques, et ensuite d'aller rameuter assez largement pour co-construire des programmes politiques avec, on a parlé des classes populaires, enfin en tout cas des personnes qui sont vraiment encore plus éloignées de la politique, on va dire, que ceux qui vont se lancer. Et ensuite s'inspirer de tous les outils de l'intelligence collective pour animer ces ateliers, pour désigner, alors je ne connais pas exactement les institutions en Haïti, mais en tout cas pour désigner les têtes de liste, pour agencer, ordonner les listes. Il y a aussi des modes différents juste que de dire celui qui a le plus de pouvoir, qui a le plus de pouvoir de domination va prendre la tête de liste. Voilà. Donc il y a vraiment moyen d'aller faire ces campagnes différemment, même si bien évidemment après on se heurte aux règles du jeu existantes. Et c'est sûr que l'idéal ce serait de revoir ces règles du jeu complètement. Donc si vous avez l'occasion une fois au pouvoir ensuite de revoir complètement la façon dont la démocratie est en place, c'est le rêve, c'est la révolution. Enfin, c'est pour ça qu'on est là. Voilà. Mais en tout cas, voilà, bon courage. Merci pour le kit, hein. Et je rappelle aussi qu'en Haïti, on a parlé tout à l'heure du pacte pour une transition économique et sociale. Ils ont fait leur propre document, qui est tout un fruit d'éducation permanente, d'ailleurs, puisqu'il y a des centaines de personnes qui ont contribué à ça. Et je pense que valoriser cet outil, s'en servir, le travailler, c'est vraiment quelque chose de précieux pour pouvoir faire bouger les choses et que c'est certainement aussi un outil qui peut être utile en Haïti, puisque c'est pour ça qu'il a été fait. Donc ça, rappelons-le à Mislaine, que vous avez bâti ce truc-là et que c'est vraiment quelque chose qui ne doit pas être laissé aux oubliettes, qui doit servir. Alors, Nicolas et Jean-Yves. D'abord, Jean-Yves. Ok. Je voulais revenir sur deux choses qu'a dit Virginie que je voudrais appuyer. C'est l'histoire des deux jambes, proposition et opposition, et de l'importance de la veille. Donc, en Haïti, visiblement, vous avez des problèmes du fait que le danger quotidien fait que les gens ne disent rien. Et donc, quelque part, devenir une institution auquel les gens peuvent se confier de manière aussi anonyme et ensuite de porter collectivement quelque chose, ça peut fonctionner. On a d'autres choses ici en France qui font de l'invisibilité. Par exemple, les règles de dépôt des permis de construire, par exemple, sont des choses qui sont faites pour être complètement cachées. Et nous, notre histoire de centre commercial, on a commencé à s'y opposer 10 jours avant la fin de la première enquête publique parce qu'une habitante est venue nous voir. Si cette habitante n'était pas venue nous voir pour nous dire ça, c'est de votre registre, qu'est-ce que vous allez faire, on n'aurait pas eu connaissance du projet et le projet serait bâti à ce jour. Donc ça, c'est la question de la veille, je l'ai évoqué, hein, aller voir, dépouiller, etc. Mais c'est aussi collecter de l'information de la part des habitants. Et ensuite, du coup, d'en faire quelque chose et de réfléchir ensemble. L'opposition, elle va se construire, improviser justement de manière créative en fonction de ce à quoi on a affaire. La deuxième chose, c'est la proposition. Nous, typiquement, le projet, il est en train de revenir. Le promoteur a verdi son projet, il change d'approche pour essayer de faire passer la pilule. Et là, du coup, on se retrouve dans une autre phase où, en fait, il va falloir que nous, on fasse une force de construction, qu'on aille voir les gens et qu'on leur fasse proposer des idées pour créer un nouvel imaginaire qui montre à quel point celui du promoteur n'est pas assez ambitieux. Et donc là, il va falloir qu'on rentre dans une autre phase où on n'est plus seulement dans l'opposition, on est dans la proposition. Et c'est vraiment dans cet équilibre entre empêcher la destruction, parce que chaque fois qu'on perd quelque chose, c'est perdu. Donc, il faut sauver ce qu'il y a, les meubles, en fait. Et puis, il faut construire des choses pour remplacer ce qui a déjà été détruit. Et donc, il y a vraiment cet équilibre à trouver. Le point de départ, c'est quand même la veille et de bien savoir ce qui se passe. Voilà.
j'ai dit. Merci beaucoup. Et Jean-Yves? Oui, bah, par rapport à ce que Nicolas vient de dire, ça me fait penser qu'à Liège aussi, depuis 30 ans, ça n'arrête pas. Plein de luttes, plein de combats citoyens, des gens qui ont averti, des occupations de terrain, des ZAD. La ville aurait une gueule vraiment différente aujourd'hui s'il n'y avait pas eu toute cette résistance et ces combats aussi. Bah, ça me fait penser à ça. Moi, je voulais réagir très vite sur la question. Enfin, la question est peut-être un peu de concret. Pour dire que moi, en fait, je trouve qu'il ne faut pas il faut pas confondre créativité et innovation. C'est deux choses différentes. Et il faut pas chercher à innover pour innover à tout prix. Le système capitaliste actuel, il survalorise l'innovation et souvent, il valorise l'innovation pour que rien ne change, hein. Par exemple, quand on veut pas remettre la place de la voiture dans nos sociétés, ben, on oblige les gens à passer à la voiture électrique. C'est super pour le capitalisme automobile et ça change rien. Donc, l'innovation, attention, l'innovation, c'est pas forcément transformation et on peut être créatif sans forcément innover. C'est l'histoire de la mode qui fait toujours des retours d'ailleurs. Bon, bref. Mais alors, dans le chat, j'ai mis une idée concrète. J'en ai déjà parlé avec nos partenaires congolais. Voilà, la monnaie citoyenne et locale, bah ça, c'est une idée qui pourrait être chouette. Par exemple, dans nos pays où tout est super contrôlé, institutionnalisé, tout est carré, tout est économicisé, si je puis dire, ben, c'est compliqué en fait de lancer une monnaie locale. Peut-être qu'il y a des espaces de possibilités, de liberté, des espaces vides où, ben, par exemple, en Haïti, des gens pourraient lancer une monnaie, quelle que soit sa forme, je ne sais pas, mais pour reprendre un outil en main et pouvoir réorganiser des échanges ou une partie des échanges. Et puis, une monnaie, c'est d'abord un outil démocratique avant d'être un outil économique. Donc, tiens, voilà, pourquoi pas. Et il faut savoir qu'en Belgique, on peut partager des expériences, mais aussi en France, il y a plein de monnaies en France qui ont des années d'histoire, notamment le Schko au Pays Basque, Sol Violette, enfin, il y en a plusieurs. Donc, ça, c'est intéressant. Et enfin, comme on parle d'argent, juste de dire que nous, dans le mouvement de la transition en Belgique, on pêche souvent par naïveté. On n'accorde pas assez d'importance au fric, à l'argent. On dit toujours qu'il y a le pouvoir économique, mais il y a aussi le pouvoir économique et financier. Et notre système économique est une caricature. Elon Musk, hein, qu'on connaît bien, il a autant de pouvoir que certains hommes d'État, alors qu'il n'a pas été élu. Et donc, en fait, des fois, il faut être un peu moins bisounours et vraiment aller chercher du fric là où il est, parce qu'il y a encore plein de fric, en tous les cas en Europe, et le réorienter, évidemment, le réorienter pour donner des coups de boost, comme peut le faire aussi le politique à nos projets. Et d'ailleurs, à Liège, même au niveau de la ceinture alimentaire, quand ça fonctionne aussi, c'est quand les projets, les coopératives et les dynamiques ont été largement financés, quoi. Ok, merci. On arrive à l'heure, à 9 heures, donc on est ensemble depuis 2 heures. Je pense qu'on a rempli une bonne partie du contrat, en tout cas de partir d'un échange de pratiques, avec des réflexions sur les pratiques, bien sûr. Et le dernier mot sur la créativité, moi je me dis que la créativité, c'est lié à une richesse qui existe en chacun de nous individuellement et encore et aussi ensemble, et que bien souvent on ignore, donc qu'il faut faire surgir. Donc c'est ça qui alimente aussi nos combats. Dans tout ce qu'on a dit ce soir, ben, on a vu, je pense, l'importance d'échanger comme en respectant aussi des stratégies qui peuvent être différentes, mais en se questionnant, en se poussant à aller plus loin. On a fortement insisté tout au long sur l'éducation, et moi je ferai le lien aussi avec l'échange, parce que l'échange, c'est un lieu d'apprentissage aussi. Donc, quelqu'un a parlé aussi de la jeunesse. Je trouve que là, on l'a peu évoqué, mais que c'est important. Par rapport au milieu populaire, qui m'a frappé dans ce qu'on a dit, c'est que la, la veille dont on parlait tout à l'heure, moi j'avais toujours vu la veille comme guetter ce qui se passe etc. Mais il y a une veille active qui est aussi d'aller vers les gens, et notamment vers les gens, tout à l'heure on a donné des exemples, aller vers des gens dans des quartiers qui, euh, qui vont identifier ce qui est pour eux un enjeu important. Et ça fait partie de tout ce travail de veille.
Donc, je crois qu'on a du grain à moudre, hein. On va se revoir avec, en tout cas, GAF France pour voir qu'est-ce qu'on peut vous envoyer comme compte rendu de cette rencontre, comme écho aussi de ce qui s'est dit en marge dans le chat, hein, avec des références, etc. Donc, je pense qu'on va en rester là. Moi, je voudrais remercier tout le monde, hein, ceux qui ont parlé, ceux qui ont écouté aussi. Et j'espère que tout le monde en a tiré profit, ceux qui ont contribué à la préparation, aux aspects techniques. Merci et la lutte continue, hein. À bientôt. Bonne soirée. Bonne soirée. Merci, merci en pile. Merci, bonne soirée Merci. ou bel après-midi. Merci. Selon. Merci, au revoir. Au revoir.